Alors, la synthèse organique du linalol et du géraniol, encore une fois avec des transpositions intéressantes, commencer par une question de nomenclature. C'est donc encore une fois une cata pour beaucoup d'entre vous. On se rapproche quand même puisque vous commencez à faire attention à la numérotation et aux fonctions. Les fautes que je relève et qui me posent problème, ce sont ceux qui n'ont pas voulu écrire ol, qui ont voulu écrire hydroxy pour le groupement OH. Attention, je cherche d'abord quelle est la fonction de plus grande valence, c'est-à-dire le carbone accroché à des hétéroatomes. Donc fatalement, ici, le OH, c'est la fonction principale, donc j'ai un alcool. Il y a des liaisons CC double, donc c'est un N-ol, donc il faut que je numérote tout ça. Et faites attention que quand vous avez un di-N, eh bien on va garder le A qui vient de la chaîne A8 carbone de l'octane. On dit un octadiène et pas un octdiène. Voilà, ça même à l'oreille, pensez à vous écouter quand vous relisez les noms que vous donnez à des composés. Voilà, à ces tout petits détails près, le A qui manquait, le E qui n'était pas enlevé, parce que quand il y a un diène ol, on commence par une voyelle, donc le E de diène doit s'en aller. Beaucoup s'en sont approchés, seulement 2 personnes l'ont fait de manière parfaitement correcte, c'est pas encore suffisant, encore un petit effort. Dans la question 20, vous n'aviez pas vraiment bien compris ce que j'attendais de vous, c'est que j'imaginais que vous me proposiez la manière de fabriquer l'organomagnésia. Ça, pas mal d'entre vous l'ont trouvé. Mais vous n'aviez pas compris que je voulais que vous fabriquiez cette chaîne-là à partir de l'éthène, par une petite suite de réactions finalement assez simples. C'est anecdotique, reprenez ça en vous aidant du corriger. Question 21. Vous saviez de quoi vous partiez et on traitait ça par du sodium. Vous devez vous rappeler que le sodium solide il sert à faire une réaction redox dont le but est d'aller chercher le H+, qui est accroché dans le groupement OH. Donc on obtenait bien un alcoolate, un au moins Na+, et la particularité c'est que c'est une réaction redox qui va générer du gaz, du H de gaz. C'est la manière de remplacer une réaction acido-basique qui imposerait d'avoir un solvant et de garder la base dans le milieu par une réaction qui a l'avantage de fabriquer un sous-produit gazeux. Encore une fois, un gaz, ça s'élimine spontanément, ça ne pollue pas mon milieu réactionnel. Donc c'est pour ça que je préfère la déprotonation des alcools par le sodium solide. Quand on avait fabriqué l'alcoolate, c'est bien parce que celui-ci a des propriétés basiques et nucléophiles, et qu'en tant que nucléophile, il peut être engagé dans une réaction de Williamson, ce qui n'est autre qu'une substitution nucléophile. Et cette substitution nucléophile, elle va permettre de fabriquer un hétéroxyde. Un hétéroxyde, ça a très peu de réactivité chimique, donc c'est une protection de la fonction du groupement OH de l'alcool sous la forme d'un hétéroxyde. Dans la question 23, vous êtes très nombreux à vous être rendu compte qu'on allait transformer un alcène terminal en un alcool primaire, donc on faisait bien une hydroboration-oxydation. Quand vous repérez une réaction, nommez-la, dites de quelle transformation on s'occupe. Encore une fois, précisez sous quel contrôle elle se réalise. Ici, on vous demandait de définir les propriétés de cette réaction, c'est-à-dire d'utiliser le mot de stéréosélectivité syn et de régiosélectivité. Mais encore une fois, il fallait les expliquer. Quand vous avez posé ces deux mots-là, dites qu'est-ce que vous en déduisez pour la manière dont la molécule va se fabriquer, de la manière dont E est fabriqué. Vous avez été assez nombreux à réussir ces questions-là, peut-être pas en allant au bout des définitions, c'est encore une fois un petit manque de rigueur, mais ça c'est facile à corriger. Je vais y arriver. Ensuite, question 24, le mécanisme de transformation de E en F était encore une fois un mécanisme de substitution nucléophile transformant un alcool en halogéno-alcane avec une activation par le H+ de la molécule HBr. Ici, il ne faut pas écrire de carbocation intermédiaire, ce serait un carbocation primaire donc instable, et ne pas faire une SN1, mais bien faire une SN2, c'est le seul cas où il y a de la SN2 quand c'est un alcool primaire, et on obtient le composé F sans aucune difficulté.
Encore une fois, le fait d'utiliser HBr pour faire un halogénoalcane par SN, c'est toujours en compétition avec une déshydratation acidocatalysée, donc on aurait le risque de refabriquer un alcène à la place du composé F, et si on veut éviter ça, on remplace l'étape directe de HBr par les deux étapes. Finalement, c'était les mêmes questions posées légèrement différemment. On commence par activer la liaison H par un tosylate, et puis on fait une ESN2 en utilisant juste l'ion nucléophile dont on a besoin, ici l'ion bromure. C'est beaucoup mieux parce qu'on ne risque pas la déshydratation parasite. Vous aviez temporairement protégé une fonction alcool avec le groupement benzyle, FiCH2. Vous devez vous rappeler qu'il s'agit d'une déprotection et que cette déprotection se fait par réduction. En fait, on rajoute une liaison avec un hydrogène. C'est bien une réduction. Il faut du dihydrogène, le catalyseur étant du palladium déposé sur du carbone. Ça, c'est du par cœur. Je vous ai dit que la question revenait souvent. Il faut apprendre ces résultats-là. La suite est encore une fois assez classique, c'est-à-dire qu'on a à nouveau une déshydratation acido-catalysée, qu'il fallait expliquer la régiosélectivité par la notion de contrôle thermo, en cherchant encore une fois l'alcène le plus ramifié, c'est-à-dire le plus stable, et vous aviez la fabrication du composé H. Vous avez été très nombreux à répondre correctement à cette question-là. Tout comme vous êtes très nombreux à vous rendre compte que si on passe en milieu basique, on change les conditions opératoires, on va s'orienter vers une E2 qui ne portera pas sur l'alcool, mais sur le bromoalcane, et donc on obtiendrait bien un alcène par un mécanisme E2 qui serait en compétition. Ça, c'est une question de cours. Globalement, ça c'est plutôt pas mal, vous avez été nombreux à le voir. L'isomérisation du linalol en géraniol, vous avez pas trop mal réagi, si ce n'est que pour beaucoup, vous êtes allé écrire le carbocation comme étant l'espèce qui apparaissait. Ce qui était intéressant, c'est de se rendre compte que lorsqu'on fabrique un carbocation tertiaire, il y a bien une double liaison qui est conjuguée, donc on pourrait basculer sous la forme mésomère par le carbocation primaire. Mais ce carbocation primaire, il a une durée d'existence qui est trop faible pour dire qu'il apparaît dans le milieu. Mais je comprends bien que ça fait apparaître un site électrophile en bout de chaîne. Donc il suffit que vous combiniez entre elles les flèches de l'addition nucléophile de H2O et les flèches de la mésomérie en même temps, de manière simultanée, pour que vous compreniez qu'on peut fixer l'oxygène en bout de chaîne, mais sans avoir écrit un intermédiaire actionnel qui serait complètement improbable parce que beaucoup trop instable. Enfin, ça se termine par des questions de cinétique avec l'étude du mécanisme qui était proposé. J'ai été assez étonnée sur la définition que vous donniez d'un intermédiaire réactionnel. Je me suis rendu compte que pour beaucoup d'entre vous, vous faites la confusion entre la définition d'un IR et l'AEQS. Un IR ne vérifie pas nécessairement l'AEQS, c'est-à-dire qu'une espèce intermédiaire, elle n'est pas nécessairement formée difficilement et consommée rapidement. Ça peut être le contraire. Et puis ça peut aussi intervenir dans un équilibre. Quelles sont les idées que je dois mettre dans ma tête pour un intermédiaire réactionnel? D'abord, c'est une espèce qui est pas très stable, c'est-à-dire que ce n'est pas le produit final de la réaction. Elle intervient au cours du mécanisme, donc elle est formée au cours d'une étape et effectivement, elle va être consommée par la suite. Je ne compare pas les vitesses, je dis juste qu'elle va apparaître. Et l'important, c'est que vous écriviez clairement que vous savez que cette espèce-là, elle ne figurera pas dans l'équation bilan. C'est-à-dire qu'elle est temporairement apparue, mais elle disparaît lorsque la réaction se termine. Des espèces intermédiaires réactionnelles dans le mécanisme qui vous était proposé, c'était une question donnée. Il suffisait de repérer lesquelles étaient radicalaires, c'est-à-dire lesquelles étaient repérées par l'existence d'un électron célibataire. Il y en avait 3. Vous savez que c'est un mécanisme, vous savez donc que chaque réaction écrite est une réaction élémentaire. Cette réaction élémentaire, elle traduit la réalité de la rencontre entre les particules et du coup, la loi de Van 't Hoff est valable, c'est-à-dire que l'ordre est égal à la molécularité, que vous connaissez la loi de vitesse. Donc vous pouviez définir la loi de vitesse des 5 étapes sans difficulté. Le piège était le carré de BR point, personne ne se trompe, c'est très très bien. Quand vous avez ces vitesses élémentaires, vous pouvez faire référence à la vitesse de la réaction, VR, c'est pas une vitesse élémentaire pour le coup, mais le texte imposait que l'on définisse la vitesse de formation de G. Il suffit de regarder que G apparaît dans l'étape 4, donc VR égale V4. Pour déterminer l'expression de V4, on utilise la EQS qui était soulignée. Donc on sait que la vitesse de formation de tous les intermédiaires réactionnels doit être nulle, dans la mesure où ils ne s'accumulent pas, puisqu'ils sont
plus difficile à fabriquer qu'à consommer. Dès qu'un est fabriqué, il est immédiatement consommé. C'est ça qui vous autorise à écrire 0 égale. Donc vous aviez 3 intermédiaires, vous deviez donc écrire 3 AEQS, et ces 3 AEQS vous amenez à faire un petit calcul pour déterminer V4. Je vous rappelle que dans toutes les lois de Van't Hoff que vous avez écrites, on a un intérêt particulier pour l'écriture de V1, puisque dans V1, il n'y a pas de concentration d'intermédiaires actionnels, c'est la seule que je puisse connaître réellement. Donc le but, c'était de trouver des relations entre les autres vitesses VI et V1. Vous aviez besoin de V4, en remontant les chaînes les unes après les autres, vous alliez vous rendre compte que c'était possible de remplacer V4 en fonction de V1. Je vous laisse reprendre le calcul et vous arrivez comme ça au résultat de VR. Voilà, je vous engage à reprendre tranquillement ce sujet et à faire attention à la rigueur que vous apportez à l'écriture de vos mécanismes.